Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus spécial Côte d'Ivoire à l'occasion de la campagne pour le scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. Vox Africa est à la une justement ici en Côte d'Ivoire et nous recevons les principaux candidats à ce scrutin présidentiel. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir sur notre plateau Madame Henriette Lagou-Adjoua. Madame Lagou-Adjoua, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. Vous battez campagne déjà dans le pays, à l'intérieur, à Abidjan, et puis vous allez repartir dans les prochains jours, justement, pour essayer de convaincre les électeurs ivoiriens de voter pour vous. Vous êtes une femme qui se présente à l'élection présidentielle. C'est déjà en soi une exception. Nous parlerons tout de suite de certains points de votre programme, de votre projet de société pour la Côte d'Ivoire, mais peut-être avant tout, quelques mots de présentation pour ceux qui, en Côte d'Ivoire ou en tout cas ailleurs dans la diaspora, peut-être ne vous connaissent pas et vous découvriront à travers cet entretien sur Vox Africa. Vous êtes donc âgée de 56 ans, vous êtes la candidate donc du RPCP, qui est donc le parti qui s'appelle le Renouveau pour la paix et la concorde, mais vous êtes aussi porté par d'autres formations politiques qui vous entourent et qui vous soutiennent dans ce combat. Comme formation, vous êtes diplômé de l'École supérieure de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire, et puis ici en France, vous êtes aussi diplômé de l'ENA, l'École nationale d'administration. Vous avez été vous-même administratrice du Trésor, où vous étiez même devenue à un certain moment conseillère technique du directeur du Trésor, justement. Et vous êtes une spécialiste en finance et en sécurité sociale. Vous avez aussi dirigé pendant 17 ans, je pense, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Vous avez été, au début des années 2000, donc sous le président Laurent Gbagbo, ministre de la Famille, de l'Enfance et aussi de la Femme. Et ensuite, vous avez aussi été ministre des Affaires sociales et pour la politique des personnes handicapées. Un parcours politique que vous avez démarré au PDCI RDA et ensuite que vous avez poursuivi notamment en soutenant le président Laurent Gbagbo lors de l'élection présidentielle. Alors, ce que je voudrais vous demander, aujourd'hui, est-ce que vous allez au combat en tant qu'héritière de Laurent Gbagbo? J'ai lu quelque part que vous disiez « je suis la fille de Laurent Gbagbo » ou en tant qu'indépendante. Comment vous situez-vous? Merci beaucoup. Évidemment, je l'ai dit, j'ai dit je suis la fille de Laurent Gbagbo parce que je travaille avec lui. Vous savez, en Afrique, c'est la fraternité, c'est la convivialité. Donc, quand on a des collaborateurs, évidemment, on estime, on considère que c'est la famille. Donc, à un moment donné, évidemment, j'ai été dans la grande famille professionnelle en étant ministre aux côtés du président Laurent Gbagbo. Donc, il faut le savoir. Et ensuite, je me présente comme candidate aux élections présidentielles en 2015 en tant que présidente d'un parti politique, le RPCP. Et ce parti n'est pas le parti de Laurent Gbagbo, c'est le parti d'Henriette Lagou, que dirige Henriette Lagou. Je suis présidente de ce parti qui a tenu un congrès correctement et qui a décidé qu'on aille à ces élections de 2015. Un parti d'ailleurs créé en 2011, donc quand vous étiez en exil à Accra, si j'ai bien lu, c'est là que vous avez créé le parti, mais après vous avez bien sûr organisé un congrès ici en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes revenu, ce que je veux savoir, c'est peut-être idéologiquement, est-ce que ce parti est-il centriste ou bien est-il de gauche, plus proche de justement l'idéologie proche de Laurent Gbagbo, ou bien un parti libéral, donc c'est-à-dire plus proche du pouvoir actuel et d'Alassane Ouattara? C'est un parti centriste. J'étais en exil et j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire pour servir mon pays. Et donc, je suis revenu avec une plateforme politique qui est d'idéologie centriste, parce que vous connaissez les valeurs du centrisme, le juste équilibre, voyez-vous, la non-violence. Et donc, nous avons connu beaucoup de violence en Côte d'Ivoire. La crise post-électorale a été très difficile. Et donc, nous avons décidé de participer à notre manière au développement de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un parti centriste qui prône la paix, la non-violence et la réconciliation de tous les Ivoiriens. Alors son nom l'indique, le Renouveau pour la paix et la concorde. On voit que ça c'est vraiment votre leitmotiv. La paix, la concorde, la réconciliation. Une citation, une ou deux citations que j'ai trouvées dans la presse abidjanaise. Vous dites « Je suis venu nettoyer la maison. Ce que femme veut, Dieu veut. Les hommes responsables de la guerre sont au bout d'idées. Seule une femme peut faire ce job. » Vous pensez que vous êtes la personne idoine pour faire le job de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Je vois que vous avez bien lu la presse ivoirienne et que vous avez eu le temps de nous lire. Non, évidemment.
la Côte d'Ivoire a connu une guerre très difficile. Et je peux vous le dire, les hommes politiques ivoiriens ont échoué. Ils n'ont plus d'idées. Ils ont sémé donc la guerre. Et à des moments très difficiles, dans tous les pays du monde, c'est les femmes qui ont tranché. Et en Côte d'Ivoire, actuellement, il faut une femme pour retrouver la paix. Vous voyez, tous les partis politiques sont divisés. Nos partis fonctionnent, les partis des femmes fonctionnent sans problème. Et donc, il est important qu'on comprenne une fois pour toutes que quand il y a la crise, c'est les femmes qui viennent appuyer, même dans la famille. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est sous tension. Il faut donc venir et aplanir tout. Il faut donc une touche féminine, si je peux parler ainsi. On viendra un peu dans la suite de votre projet sur votre politique du genre, enfin, promotion de la femme dans la vie économique et sociale. Mais je reste sur cette question, un petit peu, si je peux dire, de la nature. Pour vous, ce sont les qualités propres aux femmes, c'est-à-dire les qualités naturelles propres aux femmes, qui feraient que vous êtes plus à même de mener justement cette bataille, pas cette bataille, mais disons ce projet pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire? Vous avez indiqué tout à l'heure dans le CV que je suis cadre supérieur de sécurité sociale. Ensuite, je suis sorti de l'ENA et puis je suis financier de formation. Vous savez qu'un homme peut avoir tout ça, le même niveau, avoir reçu les mêmes formations. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui va faire la différence, c'est la touche féminine, c'est la sensibilité à ne pas prendre les armes pour tuer. La femme donne vie, elle ne peut donc pas ôter la vie, voyez-vous. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, une femme qui a des ambitions, qui a des idées. Alors, dites-nous, pour cette réconciliation, qu'est-ce que vous allez faire de plus que ce qui a déjà été fait? Une commission réconciliation, vérité et dialogue a été mis en place. Une commission aussi pour les indemnisations a été mise en place. Tout le monde dit qu'elle a fait un travail. Ça n'a pas été suffisant. Il faut faire plus. Qu'est-ce que Henriette Lagou va apporter de plus pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Vous savez, il y a eu beaucoup de bavardages, beaucoup de discours, beaucoup de publicité autour d'une certaine réconciliation. Mais on constate aujourd'hui que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Il suffit d'aller dans les hameaux de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. La réconciliation a donc échoué. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre un autre mécanisme qui puisse permettre aux Ivoiriens de vivre ensemble et de mieux vivre ensemble et de façon intelligente. Et nous savons bien le faire en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, nous réglons nos problèmes sous l'arbre à palabre. Nos parents nous ont appris à vivre ensemble en communiquant, voyez-vous. Et donc, il sera important, dans notre mandat de président, d'aller vers les populations, d'aller vers les régions, de mettre des cellules d'écoute pour recueillir les préoccupations propres de chaque peuple, de chaque région. Et à partir de cet instant, nous allons pouvoir avoir l'adhésion des populations dans le mécanisme de réconciliation que nous allons mettre en place. On ne peut pas s'arrêter à Abidjan, à la télévision, et puis indiquer qu'on est en train de réconcilier les Ivoiriens. Non, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Et ça n'a pas marché. Mais est-ce que cette réconciliation passe aussi par la lutte contre l'impunité, c'est-à-dire le travail de la justice? Évidemment. D'abord, il y a la lutte contre l'impunité. Mais ensuite, il y a le fait qu'il y a beaucoup de prisonniers d'opinion qu'il faut sortir. Et ça va apaiser un peu les familles. Les familles ont besoin de retrouver leurs enfants. Les enfants qui sont emprisonnés parce qu'à un moment donné, ont pris des positions, ont eu des opinions. Non, ça, ce n'est pas bien pour le pays. Et pour réconcilier ce pays, il faut régler toutes ces questions. Mais ce que je veux comprendre, parce que vous le dites par exemple, hein, et c'est une mesure symbolique que vous voulez prendre, vous dites, moi présidente, c'est-à-dire vous, Henriette Lagou présidente, vous allez libérer le président Laurent Gbagbo et tous ceux qui sont aujourd'hui dans les prisons. Vous allez faire en sorte que les réfugiés rentrent au pays. Mais ce que je veux savoir, est-ce que cela passera aussi par une prise en compte de la responsabilité de chacun, c'est-à-dire, comme on le dit en Côte d'Ivoire, des deux camps, à la fois le camp Gbagbo, le camp Ouattara, pour que justice soit rendue? Parce que les victimes, ce qu'elles attendent aujourd'hui, c'est non seulement qu'on reconnaît le tort qui leur a été causé, mais aussi qu'on les reconnaisse en tant que victimes et que la justice passe.
Merci, attention. Ne me prêtez pas des intentions. J'ai indiqué qu'il faille sortir les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion. Je n'ai pas donné de nom. Ce serait réglé au cas le cas. Ce n'est pas des prisonniers de grand banditisme, ce n'est pas des braqueurs, ce n'est pas des tueurs, mais parce qu'à un moment donné, ils ont tenu des discours et donc il faut se pardonner. C'est tout ça qui rentre dans le mécanisme de réconciliation. Et donc c'est des négociations à faire. Et qui a mieux qu'une femme pour faire des négociations, de bonnes négociations? Les femmes savent négocier et les femmes savent obtenir. C'est ça. Et donc, nous avons reçu plusieurs courriers de jeunes personnes emprisonnées, mais dont le dossier est vide. C'est de ça qu'il s'agit. Les questions du président de Côte d'Ivoire, de l'ancien président Alaé, se traitent sous une autre dimension. Nous allons, dans notre mandat de président, régler ces questions dans des négociations avec les partenaires, dans les négociations avec la Côte d'Ivoire, avec tout le peuple dans son ensemble, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, pour que nous puissions libérer ce qu'on peut libérer. Parce qu'il n'y a rien dans les dossiers. Et permettre de retrouver la paix. Les familles sont désemparées. Nous allons dans les familles pour les réconforter. Donc il est important de prendre ce volet qui est très sensible et de ne pas qu'on nous prête des intentions, mais nous disons ce que nous pouvons faire, nous disons ce que nous allons faire. Et ce que nous disons, nous allons le faire. Je ne peux pas promettre n'importe quoi aux Ivoiriens. On comprend, c'est-à-dire réconciliation, pardon, mais pas impunité. Et ça, c'était important de le souligner. Donc, premier volet, je l'ai dit, réconciliation, c'est un point fort de votre projet, de votre programme politique. Autre volet, c'est le social. Et on le comprend, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, votre CV a été marqué profondément par justement ce travail au niveau de l'administration, au niveau de la caisse de prévoyance sociale, c'est-à-dire une expertise dans le domaine social. Et vous dites vous-même, 50% de l'effort va être mis dans le social. Mais ça veut dire quoi concrètement? Quel exemple concret vous allez faire? Je donne un exemple, social, santé, ça concerne un peu ce domaine-là. Le président à l'Assemblée nationale, le pouvoir sortant, a mis en place la couverture maladie universelle. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus et qu'est-ce que vous comptez faire de mieux? Évidemment, le pays a connu une crise. Un pays qui connaît une grande crise, évidemment, le social est très touché. Donc il faut mettre un accent particulier sur le social. Donc, nous avons indiqué qu'il y aura peut-être environ 50% pour que les Ivoiriens vivent mieux. Les Ivoiriens ne vivent plus correctement. La misère est totale. Le panier de la ménagère n'existe plus, même pas le sachet. Donc nous allons permettre à l'Ivoirien de bien vivre en donnant un minimum de pouvoir d'achat. Vous avez, nous parlons en CFA, en francs CFA, et donc l'Ivoirien a comme SMIC 60 000 francs CFA. Il ne peut pas vivre avec ça. Il faut rehausser ce SMIC afin de permettre aux familles de mieux vivre. De combien? On le monte à quel niveau? Nous avons fait des études, nous avons fait des rapproches. Vous avez vu qu'il y a aussi un volet financier très prononcé dans ma formation. Et nous estimons qu'aujourd'hui, l'Ivoirien peut vivre comme SMIC, un peu à l'aise, avec au moins 100 000 francs CFA. Il faut passer de 60 000 francs à 100 000 francs de SMIC pour que l'Ivoirien puisse... Quand on fait nos calculs, quand on fait... Avec l'expertise que nous avons, évidemment, il faut qu'on en arrive là. Ensuite, dans ce social, nous voyons au niveau de la santé, vous en avez parlé tout à l'heure dans votre question, ça a été l'essentiel de votre question. Nous allons rapprocher les infrastructures sanitaires auprès des populations. Dans chaque village, nous devons avoir au moins un centre de santé. C'est ça, pour permettre au monde rural de profiter au mieux de la politique sanitaire du pays. Et ça sera une démarche publique, c'est-à-dire des centres de santé publics financés et mis en place par l'État? Financés et mis en place par l'État, vous savez, à un moment donné, nous avons un mécanisme que nous avons appelé les projets FRA.
il y avait l'adhésion des populations. Des études étaient faites auprès des populations et les besoins étaient réels. Et dans ces conditions, il y avait une participation des populations à tous les niveaux. Et l'État subventionnait et on pouvait réaliser des infrastructures. Aujourd'hui, l'Ivoirien en a besoin. Donc ça, en matière de santé, et vous avez parlé de couverture maladie, oui. Vous avez indiqué là que j'ai fait 17 ans à la CNPS, oui. Toutes les études ont été faites. C'est une question de volonté politique. Et en plus, en tant que cadre de protection sociale, nous estimons que nous gardons les caisses qui existent pour le niveau urbain, mais il faut aller plus loin au niveau rural pour mettre en place des mutualités sociales agricoles, pour permettre à cette grande masse de la population paysanne d'être couverte par l'assurance maladie. Mais en plus, nous allons plus loin, c'est l'assurance maladie, mais nous avons dit l'assurance santé pour tous, parce que nous allons prendre une grande partie de la prévention, faire une grande prévention. Il ne faut pas laisser les gens être malades et puis ensuite les couvrir en termes de maladies. On commence par les prendre en charge en termes de prévention sanitaire. Donc c'est autant de projets au niveau santé. Et continuant dans le social, nous avons l'école, l'éducation. Oui. Alors, l'éducation. Nous voulons mettre une école par village et rapprocher l'école des populations. Le gouvernement actuel a pris une loi pour l'école obligatoire. Mais pour que l'école obligatoire soit effective, il faut rapprocher les infrastructures des populations. Vous savez, il y a dans des zones où les enfants marchent 3 km, 4 km pour trouver une école. Comment voulez-vous que l'école soit obligatoire quand dans son environnement immédiat, il n'y a pas d'école? Quand dans son village, il n'y a pas d'école? Ça va être compliqué. Donc c'est autant de questions que nous allons régler pour que la population se porte mieux. Donc ça veut dire, pour pouvoir financer tout ça, ça veut dire quoi? Que vous allez augmenter le niveau, le pourcentage du budget des politiques sociales dans le budget national? Par exemple, le budget éducation va augmenter, le budget santé va augmenter? C'est une question de réglage. On n'est pas forcément obligé d'augmenter systématiquement parce qu'on a envie de réaliser des centres de santé au niveau urbain. Au lieu de construire des grands centres de santé qui restent au niveau urbain et le monde rural où il y a plus de monde. Un meilleur maillage du territoire. Évidemment. C'est ça que vous... Oui. Merci beaucoup. Alors, passons à l'autre volet économique qui est lié à ça. Et c'est ce que je vous posais comme question. Vous l'avez dit vous-même, vous avez à la fois cette connaissance des politiques de santé, mais vous avez aussi cette expertise sur les finances. Comment on finance tout ça? C'est ce que tout le monde vous dit. C'est bien généreux de dire on va construire des écoles, on va construire des centres de santé partout sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Mais comment on finance ça? Si on veut redistribuer, si on veut faire du social, il faut d'abord produire de la richesse. Alors comment vous allez faire? Le taux de croissance de la Côte d'Ivoire, 9%, c'est déjà pas mal. Tout le monde applaudit. Mais vous, comment vous allez faire pour augmenter encore ça plus? Merci beaucoup. Ce taux que vous avez indiqué, est-ce que ça se ressent vraiment au niveau des populations? Telle est la question. Il y a des grandes réalisations qui se font, mais qui ne touchent pas réellement les populations. Et donc c'est une question d'ajustement. Il faut ajuster de telle sorte que ce qui se passe au niveau urbain, les grandes choses qui se passent puissent être amorties en fin de compte pour qu'une partie puisse être transposée au niveau rural. Le budget pourrait peut-être légèrement augmenter ou rester pareil, mais c'est une question de répartition de ce que nous envisageons faire. Voilà, telle est la question. Améliorer l'urbain, c'est bon, mais s'organiser de telle sorte que, en voulant améliorer l'urbain, nous puissions en même temps faire profiter à nos populations en milieu rural, c'est une très bonne chose. Vous voyez, le schéma directeur de la Côte d'Ivoire a été fait depuis longtemps, depuis le président Houphouët-Boigny. Et nous sommes en train de terminer de grands chantiers. C'est fait à outrance, mais du coup ça joue sur les populations au niveau intérieur et la pauvreté s'est installée. Donc il faut
jongler, avoir une bonne économie, faire une bonne répartition des richesses, de telle sorte que tous puissent profiter. Mais comment on crée plus de richesses? Certains disent on va industrialiser la Côte d'Ivoire, on va insister pour que les produits ne soient plus exportés en tant que matière première, qu'ils soient transformés sur place. Mais ça ne se fait pas en un jour. Et quel est votre projet là-dessus? Pour que la Côte d'Ivoire soit plus compétitive sur le marché mondial? Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire, depuis longtemps, est un pays dont l'économie repose sur l'agriculture. Et donc, nous sommes restés dans l'agriculture au niveau primaire. Et nous allons passer à une phase de transformation de nos produits pour pouvoir créer non seulement des emplois, mais en plus créer des richesses. Alors nous allons permettre à nos paysans, à nos agriculteurs de produire plus sur des surfaces élaborées. En fin de compte, ce qu'on veut dire, c'est de moderniser l'agriculture, de mécaniser l'agriculture. La mécanisation de l'agriculture va consister à laisser la daba et la machette et à permettre aux paysans d'acquérir des machines qui puissent leur permettre de travailler assez rapidement sur des surfaces, de plus grandes surfaces, et à produire plus dans des surfaces, augmenter la productivité, en fait, c'est ça. Et donc, passer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire va donc nécessiter que nos produits soient transformés sur place. Vous avez le café cacao. Pourquoi on ne pourrait pas produire du chocolat en Côte d'Ivoire? C'est possible. Nous avons le café, vous avez tous les produits qui sont évidemment restés au stade primaire. Et donc, nous allons industrialiser. Et je pense que ça va booster notre économie. Alors, un des points importants aussi, notamment quand on parle de la Côte d'Ivoire, et tous les candidats en parlent, je voudrais avoir votre recette, c'est-à-dire comment faire pour que cette croissance, cette productivité en Côte d'Ivoire crée des emplois et surtout des emplois pour les jeunes. Parce que le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est que si au niveau de la formation, les ressources humaines sont disponibles, il manque encore des emplois pour occuper ces jeunes. Ok, merci beaucoup. Évidemment, on parle tant de création d'emplois, mais il faut aller à la base. C'est-à-dire, il faut faire une adéquation formation-emploi. De telle sorte que, systématiquement, quand on est formé, évidemment, on a un emploi quelque part. Et c'est cette politique qui n'a pas été bien menée, et ce qui fait que le taux de chômage est très élevé, surtout pour le premier emploi. Mais il faut aller plus loin pour le second emploi. Nous proposons de rétablir les indemnités de chômage. Voilà, ça c'est pour le second emploi. Mais pour le premier emploi, il est important de dire que l'industrialisation va créer des emplois, mais au-delà, il faut faire la formation collée à l'emploi pour pouvoir permettre aux jeunes, sortis de nos universités, sortis de nos grandes écoles, automatiquement de faire l'apprentissage et en fin de compte de trouver un emploi aussi. Et vous parlez même des emplois jeunes. Ça veut dire quoi, ça, les emplois jeunes, concrètement? C'est les premiers emplois. C'est les jeunes sortis de nos écoles, de nos centres de formation. C'est le premier emploi. Et ça, vous allez le favoriser comment? C'est-à-dire par des mesures fiscales incitatives? Oui, par exemple, des entreprises qui peuvent embaucher plus. Et parce que le taux de chômage est très, très fort. Et vous avez la pyramide des âges en Côte d'Ivoire. Vous voyez combien il y a de jeunes. Et donc, il est important, évidemment, d'inciter les entreprises, d'abord d'inciter à la création d'entreprises, de faire de l'auto-emploi, c'est important, amener la jeunesse à créer des emplois, qui pourront à leur tour créer des emplois et attirer les investisseurs. Alors, pour que les investisseurs viennent, il faut que le pays soit en paix. C'est pour cette raison que tout à l'heure, nous avons dit que nous allons réserver 50% de notre projet de société au social, à la réconciliation. Un pays qui n'est pas en paix ne reçoit pas d'investisseurs. Et donc nous allons rendre le pays paisible pour que les gens viennent investir pour créer des emplois. Alors, dernier volet de ce dont on va parler maintenant, et ça regroupe la boucle est bouclée, puisqu'on a commencé par parler du fait que vous êtes une femme, et vous insistez notamment sur ce volet-là, c'est important pour vous. Et au niveau économique, vous insistez aussi sur le fait qu'il faut rendre les femmes autonomes financièrement. C'est vrai que toutes les études de la Banque mondiale le montrent. Quand une femme est autonome financièrement, elle réinvestit
près de 95% de ses revenus dans la communauté. Donc les femmes sont en cela les principaux agents du développement. Alors vous, comment vous allez rendre ces femmes autonomes? Ben oui, ce que vous dites est tellement juste. Vous savez qu'il y a autant de femmes que d'hommes, sinon peut-être un peu plus. Donc c'est une grande population de la planète. Et je m'avais vous dit que les femmes en Côte d'Ivoire sont des femmes très vaillantes à tous les niveaux. Et cette question m'amène à commencer par la femme dans le monde rural. C'est des femmes dynamiques, des femmes productrices. Et il faut leur permettre d'avoir accès au crédit. Et c'est pour cette raison que nous avons dans notre projet de rendre autonome la femme. Et en facilitant l'accès au crédit des femmes. Nous allons plus loin pour dire pourquoi ne pas créer une banque pour la femme. D'aucuns diraient mais pourquoi une banque spécialement pour la femme? Ça va faciliter les choses. Quand une femme, évidemment, n'a pas beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens, une femme dans le ménage et qui a envie de se réaliser, et on lui demande un aval. Le mari sûrement dira je veux ou je ne veux pas. Et ça crée des difficultés. Donc il faut rendre souple l'octroi de crédit à ces femmes, à ces braves femmes qui sont dans le milieu rural déjà. Et puis nous avançons au milieu urbain, les femmes qui sont dans le commerce. Et chez nous, singulièrement en Côte d'Ivoire, c'est les femmes qui sont dans le vivrier. Et il y a une grande masse de population féminine dans le vivrier qui produit autant de richesses que les produits de rente. Et donc c'est un secteur très prometteur à organiser, à structurer et à permettre à ces femmes d'avoir accès au crédit. C'est tout ça qui fait l'autonomisation de la femme. Il faut soutenir la femme. Vous savez que, évidemment, le foyer est tenu par la femme en Afrique en grande majorité. Et le monde est tenu par les femmes. Et l'Afrique est tenue par les femmes. Ça sera la pierre angulaire de votre projet de société, ce sera ça? Les femmes comme agentes du développement? Les femmes comme agents de développement. C'est un point très important. J'ai été ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et donc, j'ai géré ces questions et ce que je dis est une réalité de terrain. Merci beaucoup, Henriette Lagou-Adjoa. Je rappelle que vous êtes donc candidate à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain et vous portez les couleurs du RPCP, c'est-à-dire le Renouveau pour la paix et la concorde. Merci pour cet entretien. C'est à moi de vous dire merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. Je remercie également ceux qui ont concouru à la réalisation et à l'enregistrement de cette émission, notamment Bolim Panimpongo à la réalisation, assisté de François de Sales, Kouakou Kassé, et puis aussi toutes les équipes de RK Média et de Vox Africa Côte d'Ivoire. Au revoir.